Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Laurence Bocara dans mon fauteuil IMO. Il m'a paru savoureux de recevoir une journaliste des plus référentes dans le monde de l'immobilier depuis 30 ans. Laurence va nous raconter son parcours et sa passion intacte pour ce secteur qui reste toujours en mouvement. Elle se prête à l'exercice de l'interview et je la remercie. Bonjour Laurence Bocara, je suis ravie de vous recevoir dans mon fauteuil IMO aujourd'hui. Je reçois donc Laurence qui est la journaliste référente dans le monde de l'immobilier depuis 30 ans. Bonjour Laurence, bienvenue. Bonjour Alexandra, merci de me recevoir. C'est, j'imagine, étonnant de passer de l'autre côté, d'être interviewée pour vous aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est assez inhabituel. D'habitude, c'est moi qui pose les questions et j'attends les réponses. Intervieweur, interviewé, merci de vous prêter à cet exercice. On va commencer par une première question traditionnelle dans cette émission. Oui. Qui est Laurence Bocara ? Pouvez-vous vous présenter en 1 minute à peu près ? En 1 minute, oui, ça va être rapide. Je suis journaliste, je travaille dans la presse économique et financière depuis une 30aine d'années. Depuis à peu près 20 ans, j'ai choisi d'être freelance. C'était un choix personnel et je suis plutôt spécialisée sur l'immobilier, pas que, c'est sur les placements généraux, mais sur l'immobilier puisque avec une consoeur, on a été co-auteur de l'immobilier pour les nuls il y a une bonne dizaine d'années et qui a fait qu'on s'est vraiment spécialisé sur le sujet et en même temps je continue à collaborer pour différents journaux qui sont Les Échos, Le Monde, Le Point et je tiens une rubrique hebdomadaire dans le magazine des Échos qui s'appelle Les Échos Week-end. Et Le Figaro. Et Le Figaro, de temps en temps plus ponctuellement. Le début de votre carrière en tant que journaliste spécialisée en immobilier, il y a une rencontre. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu par quoi vous avez commencé ? Quel magazine ? Quel premier papier ? Alors, mon premier papier était un papier sur les crédits immobiliers, justement. Donc moi, j'ai fait une faculté d'économie et de finance. Donc, spontanément, je me suis adressée aux journaux de l'époque, d'économie de finance. Et un rédacteur en chef qui s'appelait François Devitte à l'époque m'a donné ma chance. Et il m'a dit, sans me connaître en plus, et je n'avais pas d'expérience, il m'a dit, écoute, si tu veux faire un papier sur les crédits immo, tu viens au journal, il y a de la doc, tu peux faire tes enquêtes. Il m'a fait un peu adouber par une journaliste senior et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier papier en freelance, voilà, finalement. Et ça a marché. Je crois que, Laurence, vous avez un grand-père journaliste, c'est ça qui est aussi destin croisé ? Oui, tout à fait, c'est étonnant. J'ai un grand-père qui était plus précisément secrétaire de rédaction et qui a travaillé aux Échos pendant plusieurs années et quand j'ai fait un passage aux Échos pendant un temps, j'ai retrouvé des personnes, enfin une personne notamment, qui avait connu mon grand-père et qui avait travaillé avec lui. Donc c'était assez amusant, un peu ce destin, quoi. Bien sûr. Et justement, quand on est journaliste, comment on prépare une interview ? Comment on prépare une interview ? Après, ça dépend déjà des sujets que j'ai à traiter. Je choisis mon interlocuteur, je vois un petit peu ce que fait sa société, ce qu'il propose. J'essaie de voir aussi ses propos antérieurs, évidemment. Et après, j'essaie de cibler directement sur le sujet sur lesquels j'aime avoir leur avis ou les titiller sur certains sujets. Et qu'est-ce qui vous plaît ? Parce que ça fait 30 ans que vous êtes dans ce secteur. Oui. Dans alors l'immobilier. Pas que l'immobilier. Mais les placements, oui, l'immobilier. Et après 30 ans, on est toujours aussi passionné. Oui, parce que c'est un sujet, c'est un thème qui bouge en permanence. Il y a plein de choses. Justement, à propos du livre L'immobilier pour les nuls qu'on a coécrit avec une consoeur il y a une dizaine d'années, on en est même déjà à la 5e édition. Et comme dit l'éditeur, votre livre, c'est pas un best-seller, mais c'est un long-seller. C'est-à-dire que régulièrement, sur la durée, ça vend, parce que l'immobilier, ça passionne tout le monde, et l'immobilier, ça bouge tout le temps. Que ce soit les taux, que ce soit les prix, que ce soit la fiscalité, le côté juridique, les problèmes d'accession pour les jeunes au logement. Enfin, il y a une tonne de sujets en lien, que ce soit sur le logement social, sur la création des nouveaux quartiers, sur l'urbanisme. Donc voilà, mes interlocuteurs sont très multiples. Ça va des agents immobiliers aux promoteurs, en passant par les maires. Vous avez dû rencontrer des gens extraordinaires, justement, dans votre métier.
métier. Est-ce que vous avez 2 anecdotes ou quelques anecdotes à nous faire part? En termes de rencontres, alors bien sûr, j'ai interviewé comme tous les journalistes qui suivent un secteur, les décisionnaires, c'est-à-dire différents ministres du logement, des maires, des députés qui suivent la question du logement. Mais plus largement, j'ai une anecdote, je me souviens, c'est que quand on était avec ma consoeur, quand notre livre L'immobilier pour les nuls est paru, on était dans un salon immobilier pour vendre et dédicacer nos ouvrages. Alors d'abord, à notre grand étonnement, ça s'est super bien vendu. On n'avait pas assez de livres. Et surtout, je me souviens qu'en fin de salon, un professionnel qui avait un stand deux, trois stands plus loin, qui était 2-3 stands plus loin d'une autre, est venu nous voir et nous a dit, avec beaucoup d'humour, écoutez, moi, l'immobilier pour les nuls, je vous en achète plein pour mes équipes, parce que de toute façon, sur l'immobilier, voilà, c'est toujours bien d'avoir une Bible, d'avoir des données de base. Et donc, j'ai trouvé ça très sympa, parce que nous, on pensait s'adresser plutôt à un grand public, au grand public. Et en fait, ça venait d'un professionnel qui avait beaucoup d'humour aussi, quoi, pour nous dire, voilà, ça nous sert à nous aussi, quoi. Donc, c'est plutôt sympa comme anecdote, quoi, en tous les cas. Et dans les articles de presse que vous rédigez, généralement, on dit que chaque journaliste a son empreinte, a sa patte. Pouvez-vous nous dire quelle est la vôtre ? Difficile de s'analyser, c'est vrai que sur ce sujet-là, j'ai pas trop de recul. Disons que moi, j'aime bien changer d'interlocuteur, parce que c'est vrai que dans ce métier, déjà, en tous les cas dans ce secteur d'activité, il y a des gens qui sont en place pendant des années, je dirais presque comme moi, quoi, en fait, finalement. Et l'idée, c'est que c'est un marché, c'est un secteur qui évolue beaucoup, avec beaucoup de nouveaux interlocuteurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est de donner la parole, de comprendre ce que proposent ces nouveaux acteurs, puisque maintenant, l'immobilier online, avec tout ce qu'on peut faire avec, en termes d'investissement, ça bouge énormément, et ça donne un œil nouveau, ça donne une nouvelle impulsion. Et moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en valeur un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que on a les habituels cadors du secteur, qui sont là depuis voilà, des années. qui sont là depuis longtemps, qui sont très bien, parce qu'il y a l'historique, voilà, on remet les choses dans le contexte. Et après, il y a des gens, voilà, qui arrivent, qui ont de nouveaux points de vue. Et ça, c'est ça qui me plaît. Ouais. Qu'ils puissent pouvoir s'exprimer voilà. aussi. Depuis 30 ans, vous rédigez justement des articles sur l'immobilier. Quels ont été les plus grands changements marquants de l'immobilier selon vous ? Les plus grands changements, moi j'ai commencé l'immobilier, en tous les cas c'était le début de la première crise au milieu des années 90. Hein. Et là, ironiquement, on se retrouve plusieurs dizaines d'années plus tard dans ce même contexte, on va dire, un peu différent, mais on est toujours dans des problèmes d'accession. Écoutez, ce qui a bougé, c'est que l'immobilier est quand même devenu très cher et très inaccessible pour beaucoup de monde. Et pas forcément les jeunes. Pas forcément les jeunes, ça touche aussi les personnes âgées, hein, qui ont peut-être déjà une propriété, mais qui ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent de côté. Donc c'est devenu vraiment, je trouve que c'est devenu plus un sujet de société aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Et comme en général maintenant les banques, grosso modo ce qu'elles font, elles ne prêtent qu'aux plus riches, mais ça continue malgré tout. Les personnes qui ont des revenus importants arrivent à emprunter. Les jeunes qui n'ont pas d'apport et qui n'ont pas d'apport suffisant ne peuvent pas rentrer sur le marché immobilier. Donc ça crée vraiment un embouteillage. Ces jeunes restent dans le marché de la location, ça fige le marché de la location. Voilà, enfin, on en reparlera plus tard sur la politique du logement. Mais je crois que ça devient maintenant, avoir un toit, ça devient vraiment un problème plus qu'un sujet. Non. Ou ne pas en avoir. Oui, ou ne pas en avoir, puisque bien évidemment, les mal logés le nombre de mal logés ne cesse d'augmenter, évidemment. Et justement, sur la politique, que pensez-vous de la politique autour du logement ? Parce que vous avez justement vu plusieurs gouvernements, les uns après les autres, rencontrer aussi certains maires, comme vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, vous pensez quoi de la politique autour du logement ? Alors, la politique aujourd'hui du logement est assez étonnante, parce qu'on est quand même dans un contexte, comme je l'évoquais tout à l'heure, de marché quand même assez figé.
figé sur tous les niveaux de la chaîne. Hein. Finalement, on parle de la chaîne du logement, c'est-à-dire finalement du moment où on produit un logement, on construit un logement neuf, hein, jusqu'à la chaîne de la location, en passant par la transaction. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de renouvellement de logements neufs. Donc en fait, le parc immobilier reste tel quel. Déjà, c'était très faible il y a encore une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est carrément à l'arrêt. Je ne sais pas si je peux développer là-dessus, mais aujourd'hui, les maires ne veulent plus construire. Il y a cette loi de zéro net artificialisation des sols. Donc déjà très difficile de sortir des programmes neufs. Et de l'autre côté, les prix sont très chers dans le neuf, restent très chers. Ils ne baissent pas parce que c'est une addition de coûts finalement quasiment incompressible avec l'augmentation des prix des matériaux, on l'a déjà dit plusieurs fois, avec l'augmentation des normes. Donc déjà on ne renouvelle pas ce marché-là et derrière ça vient en cascade puisque il n'y a plus non plus d'investisseurs, hein, puisqu'en plus la mesure, le dispositif Pinel ne va pas être reconduit après 10 ans quand même d'activité, donc ça fait baisser les achats des investisseurs qui potentiellement auraient pu louer ces biens-là. Et puis, de toute façon, les gens n'achètent plus dans le neuf parce que c'est trop cher. Et ça se reporte aussi sur le marché de l'ancien, parce que cette absence, on se reporte sur l'ancien. Mais dans l'ancien, c'est le même combat. Je veux dire, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui ont été locataires, ne peuvent plus se loger parce que c'est trop cher, crédit trop cher et taux trop cher. Même si les taux commencent à rebaisser tout doucement, hein, en plus, et les prix aussi. Ce qui se passe en France, en tout cas dans les médias, ce qui se lit en ce moment, c'est on a besoin d'encore plus de logements parce qu'il y a encore plus de divorces, par exemple. Oui, la décohabitation, bien sûr. Et que, bien sûr, la population vieillissante fait qu'on va avoir aussi besoin de plus en plus de logements. Oui, parce que les gens veulent rester chez eux, hein. Ils ne veulent pas partir dans des maisons de retraite, c'est normal. D'où aussi ce phénomène du viager aussi, hein, qui se développe beaucoup. Qui se développe beaucoup en ce moment, hein, absolument. Soit, du viager occupé ou du viager démembré, de la vente, enfin il y a plein de formules pour des personnes aussi qui ne peuvent plus vivre comme ça et qui ont besoin de monétiser leurs biens immobiliers parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc aujourd'hui, on se rend compte que toutes les franges de la population et tous les âges sont finalement bloqués dans leur sont touchés dans leur développement, dans leur évolution en tous les cas. Et alors, le gouvernement n'a pas forcément de mesures adaptées, selon vous, aujourd'hui ? Alors écoutez, en tous les cas, ce qu'on voit déjà depuis déjà plusieurs mois, hein, c'est les professionnels quand même qui sont vent debout et qui crient à la crise, hein, en fait, finalement, aussi pour les raisons que je viens d'expliquer, et qui demandent que soient prises des mesures fortes. Quand on regarde les faits, déjà on voit que les ministres du logement se sont assez rapidement succédés avec des périodes quand même de vacances assez étonnantes, hein, puisque tous les Marocains avaient quand même été distribués. Ça c'est le premier sujet. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de décision particulière pour essayer de refaire démarrer ce segment d'activité, puisque comme je l'ai dit, le Pinel qui était en vigueur depuis 10 ans, s'arrête définitivement à la fin de l'année. Donc il y a déjà très peu d'activité dans le neuf. Et puis, il y a plein de choses qui se sont greffées, hein. Les taux qui ont augmenté, les encadrements de loyer, les obligations, le DPE, la prime rénov avec les allers-retours récemment sur les contraintes, les obligations que l'on a à faire. Donc, ça bouge beaucoup, mais ça bouge dans tous les sens et peut-être même pas dans le bon sens, en fait, hein, puisqu'il y a des allers-retours permanents, on prend une décision, on revient dessus, on réajuste. Donc même les particuliers ne savent plus trop sur quel pied danser. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie pour ces éclairages. Laurence, concrètement, aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais alors vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. J'ai appris ça. Alors, j'y suis sans y être, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas active. Je ne fais pas de commentaires, je ne tweete pas mes articles. Par contre,
j'ai les comptes, donc je vois ce que disent les autres et voilà, ça peut me donner des idées. Je vois ce qui se passe, mais de tweeter ou de donner ma réaction personnelle sur un sujet, sur une décision, sur une intervention, non, c'est pas mon truc Parce qu'en fait, votre article, votre but en écrivant, c'est d'expliquer. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'expliquer et vous avez plusieurs cibles aussi de lecteurs. Et donc, parfois, ça peut être plus pédagogue, mais c'est surtout de ne pas donner votre avis, en fait. C'est ça qui est important. Moi, je fais des papiers assez pratiques. Je ne fais pas des papiers sur la politique du logement. Donc, et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de problématiques fiscales, juridiques, financières. Et donc, à chaque fois, on prend un sujet très, très précis et on essaie un cas pratique même des fois, et on essaie d'expliquer aux gens ce qu'il en est, quelles sont les conséquences. Parce que dans l'immobilier, le sujet de l'immobilier, c'est que tout le monde a un avis sur l'immobilier. Oui. Je veux dire, donc, il suffit d'aller d'en discuter avec ses amis, ses collègues, un soir avec des amis autour d'une table. Tout le monde a son idée, mais souvent, ce sont des fausses idées ou des mauvaises interprétations. Donc, l'idée, c'est plutôt essayer de ça, de décrypter les choses, de dérouler les choses. Et moi, avec l'aide des professionnels que j'interroge, que j'interviewe, on essaie de rendre les choses plus simples en tous les cas. Puisque ça a l'air d'être simple, mais c'est pas si simple que ça. Je vous remercie. Je vais vous demander si vous étiez une pièce, Laurence. Alors ça, c'est ma traditionnelle dernière question. Oui. Une pièce dans un appartement, laquelle serait-elle et pourquoi ? Ça serait mon bureau, en fait. Puisque moi, je travaille à domicile. Je fais du télétravail depuis des années, avant l'heure. Avant-gardiste de télétravail. Voilà, donc je me suis confectionné une pièce à moi où je peux travailler, qui est spacieuse, claire. Je suis entourée de livres, de bibliothèques. Donc, c'est un endroit très feutré que j'aime beaucoup pour travailler, pour passer mes coups de fil, pour réfléchir, pour écrire des livres, pour écrire mes articles, même pour recevoir des amis. C'est quelque chose de une pièce très cosy qui est à moi, qui est mon univers, très personnel, qui est très aussi. personnel, qui est aussi très privé, puisque je travaille chez moi. Donc les enfants qui viennent, qui rentrent, qui sortent, et j'aime bien ce lieu. Je comprends. Entourée de livres. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Pour tous ces éclairages et à bientôt. À bientôt, merci. Now